Sen Radio, bonjour, 12 heures passées de 2 minutes, toutes nos excuses pour ce petit retard apporté à la diffusion de cette édition qui revient largement sur les rapports de l'IGE couvrant la période 2016-2019, des manquements, dysfonctionnements, violations, malversations dans la gestion administrative. Plusieurs structures sont épinglées dans ces rapports remis hier au chef de l'État qui promet d'agir. Un coup d'œil sur ces rapports qui couvrent la période 2016-2019 à suivre dès le début de cette édition. Mais pour plus de transparence, ces rapports doivent être déclassifiés. Les tenants du pouvoir ont une obligation de rendre compte, selon le coordonnateur général de la plateforme Avenir Sénégal, Bignubog, Dr Cheikh Tidiane Dièye sera d'ailleurs l'invité de cette édition qui a recueilli la réaction du parti PASTEF, les Patriotes. Le coordonnateur des cadres du parti rappelle les nombreux rapports restés sans suite. PASTEF a déchanté depuis longtemps face à la gouvernance sombre et vicieuse du régime en place. Encore des rapports de plus déposés sur la table du chef de l'État et qui vont connaître le même sort que les précédentes réactions du mouvement Yonu Askan Wi, également à suivre dans cette édition. Retenez cette manifestation prévue le 17 juillet à la place de la Nation à l'initiative de Aar Li Ñu Bokk Ñoo Lank doy na. Objectif: pousser l'État à réagir et à mettre un terme à toutes les injustices en cours dans le pays. Nous en parlons avec Rapsa Elimanouane. Et puis retenez qu'avec les pluies enregistrées cette nuit, des dégâts ont été enregistrés dans la capitale. La situation est également extrêmement difficile à Saint-Louis. On en parle dans cette édition mise en onde par Alsan Wade. Pour à tous, les rapports de l'IGE remis au chef de l'État, plusieurs rapports qui couvrent la période 2016-2019. Les rapports 2016 et 2017 de l'IGE ont révélé plusieurs manquements et scandales. L'hôpital principal de Dakar, la Prosi, la Descos et puis d'autres structures de l'État citées. Des détournements d'objectifs ont été relevés dans ces rapports. Babacar Samb. Vous l'avez dit, Seigneur, le rapport IGE 2016 a mis à nu, par exemple, des scandales financiers à l'hôpital principal de Dakar, un écart de plus de 2 milliards de francs CFA entre le patrimoine immobilier de l'hôpital comptabilisé au 31 décembre 2012 et celui recensé par la comptabilité des matières à la même date. La direction de la surveillance et de contrôle de l'occupation du sol a aussi reçu la visite de l'inspection générale d'État. Aucun arrêté ministériel ne précise les attributions de la DESCOS des divisions constituées d'un seul agent du fait de manque d'effectifs, révèle donc l'IGE. L'agence d'aménagement de promotion des sites industriels est aussi épinglée selon les conclusions des enquêtes. Des dépenses n'ayant aucun rapport direct avec le fonctionnement de l'agence ont été supportées au profit de l'ancien directeur général avec un encours de dette de plus de 100 millions de francs CFA qui lui est imputable. Les investigations de l'IGE ont révélé que d'autres dépenses irrégulièrement prises en charge par l'agence pour le compte de l'ancien DG, notamment des frais de gardiennage d'une villa pour un montant d'environ 188 millions de francs CFA et des loyers de 2 villas pour un total qui avoisine les 10 millions de francs CFA. L'agence traîne également une dette fiscale de plus de 74 millions au titre de la période allant d'octobre à janvier 2008. Dans le cadre de sa mission de vérification administrative et financière, l'IGE a effectué en 2017 des visites dans les DAGE de certains ministères. Des manquements ont été soulevés, les DAGE qui fonctionnent avec des textes caducs. C'est le cas notamment du DAGE du ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l'Éducation nationale. L'IGE s'est intéressé à la gestion des crédits alloués à des fonds dans le budget général de l'État, des détournements d'objectifs et de violations des dispositions qui régissent les violations des dispositions et de ces dispositions qui régissent les fonctionnement de ces DAGE au ministère de l'Enseignement supérieur. Le rapport révèle que durant la gestion de 2016, 67% des crédits du FEM
FIRST, soit 611 millions de francs CFA ont été engagés pour couvrir des dépenses de fonctionnement de diverses structures du ministère, achats de carburant, des consommables informatiques, ainsi que des billets d'avion pour des missions à l'extérieur, alors que la part réservée aux subventions de recherche devra être au moins égale à 50% des crédits alloués au FIRST. Concernant le fonds d'aide aux artistes et au développement de la culture, plusieurs anomalies ont été relevées saignant et l'on peut citer l'acquisition en 2015 de titres de voyage pour une valeur de plus de 10 millions de francs CFA à l'occasion du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Les missions en 2016 sont service fait d'un chèque de 8 millions de francs CFA au profil d'un organe de presse, entre autres pour le compte bancaire qui a été irrégulièrement ouvert au nom de ce fonds. Il a été signalé entre autres un retrait non justifié de la somme de plus de 15 millions de francs CFA, défaut d'identification des bénéficiaires de chèques, absence de justification par le gérant du compte de certains versements entre autres. À cet effet, l'IGE préconise l'actualisation du décret numéro 78-300 du 12 avril 1978 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds d'aide aux artistes et au développement de la culture, en précisant le contenu de la notion d'aide au développement de la culture, entre autres enseignants. Merci beaucoup Babacar Samb qui a fait un résumé des rapports de l'IGE 2017, 2016 et 2017. L'IGE qui a également remis les rapports entre 2018 et 2019 d'autres anomalies, des dysfonctionnements dans la gestion notamment des prisons, dans la gestion des véhicules de l'administration. Plusieurs structures de l'État sont indexées, Mame Diarra Da Silva. Dans ce rapport 2018-2019 sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes, l'IGE revient sur le fonctionnement des ministères et autres organisations publiques. L'Inspection générale d'État dit avoir constaté des anomalies majeures qui appellent des mesures urgentes de redressement. Le rapport met en exergue à cet égard les dysfonctionnements inhérents à l'usage inadéquat persistant du décret portant répartition des services de l'État ainsi que les manquements notés dans la gestion des véhicules administratifs. D'autres types d'errements qui constituent des atteintes à la solennité, à la sobriété et à la neutralité de l'État sont également indexés. Il s'agit principalement des manifestations politiques ou folkloriques organisées dans l'enceinte de structures publiques durant ou en marge de cérémonies de passation de service. L'IGE fait également ressortir la création prématurée ou inappropriée de certaines structures et divers autres manquements. Une autre anomalie courante est la mutation organisationnelle de services. L'Inspection générale d'État souligne dans ce rapport des cas de contournement de la législation en matière de recrutement, ce qui révèle des dysfonctionnements dans l'administration et la gestion des personnels. Rappelons que la gestion des véhicules administratifs est aussi à améliorer car l'acquisition pose problème selon l'Inspection générale d'État qui rappelle aussi à l'État à ne pas se soustraire à l'obligation de faire procéder annuellement à une visite technique de ces véhicules au risque de mettre en jeu la sécurité de leurs utilisateurs et les usagers de la route, car le constat est que les véhicules de l'État n'effectuent pas de visite technique annuelle. L'IGE dénonce aussi dans ce rapport 2018-2019 le recrutement irrégulier d'agents. Concernant les établissements pénitentiaires, leur situation est à déplorer. La vétusté de ces établissements, l'exiguïté des locaux, le surpeuplement, les longues détentions et autres sont autant de problèmes auxquels font face les établissements pénitentiaires et l'IGE interpelle l'État. À propos de l'enseignement supérieur, public et privé, l'IGE est revenu sur l'orientation des bacheliers dans les établissements privés d'enseignement supérieur appelés EPS, la situation de l'UVS, l'octroi d'allocations d'études, les procédures d'inscription sur Campus N et la situation des enseignants du supérieur, entre autres. Beaucoup de manquements ont été soulevés dans ce rapport. Toujours dans celui-ci, le CETUD et la SAPCO ont également été cités. Leur fonctionnement pose problème d'après l'IGE dans ce rapport 2018-2019 sur l'état de la gouvernance
et de la reddition des comptes. Mame Diarra Da Silva, pour plus de transparence, ces rapports doivent être déclassifiés. Les tenants du pouvoir ont une obligation de rendre compte, selon le coordonnateur général de la plateforme Avenir Sénégal bu ñu bëgg, Dr Cheikh Tidiane Dièye, joint par El Hadj Malick Ndiaye. Il n'y a rien qui doit être caché à la population et aux citoyens lorsqu'on est vraiment dans une posture et une logique de transparence et de bonne gouvernance. Les citoyens ont le droit de connaître la vérité. C'est la Constitution qui leur donne ce droit, c'est consacré. Les citoyens ont le droit de savoir comment les deniers publics ont été gérés. Mais on ne peut en aucun cas invoquer aucune logique, qu'elle soit juridique, légale, institutionnelle ou politique, de nature à pouvoir fonder un président à dire je classifie certains rapports, c'est un secret, personne ne doit savoir. Cela ne répond pas à la logique actuelle de gouvernance moderne ou post-moderne. Nous sommes dans un monde où ceux qui dirigent ont l'obligation, en tout cas au plan éthique, de comprendre que s'ils veulent être pris au mot, s'ils veulent que les citoyens acceptent ce qu'ils disent ou ce qu'ils posent comme acte, il leur faut avoir une logique de transparence la plus large et la plus totale possible. Et c'est cela que les pays modernes, les pays qui comprennent ce que gouverner veut dire, font. On ne peut pas avoir une sorte d'îlot dans le monde qui s'appelle l'Afrique, qui s'appelle le Sénégal, où le président de la République pense qu'il a le droit de fermer les yeux sur des pratiques de corruption lorsque ça touche à ses proches et de ne sanctionner finalement que ceux qui ne sont pas dans son camp. Mais le faire, ça fera un effet boomerang, ça lui revient toujours à la figure. Ce qu'ils ont toujours fait, la preuve aujourd'hui, il est dos au mur, le pays n'a pas de ressources, il veut aller à l'international chercher une hypothétique annulation de la dette, mais personne ne le suivra. Et il n'aura pas gain de cause parce que partout où il ira, les institutions internationales, les partenaires financiers, les bailleurs de fonds, tout le monde lui répondra la même chose. On lui dira, vous ne pouvez pas venir quémander de l'argent alors que dans votre pays, vous laissez la corruption perdurer, vous laissez vos clients et courtisans s'enrichir sur le dos de votre peuple et venir après chercher de l'argent sur la scène internationale. Cela n'est pas sérieux et ils entendent toujours de telles réponses qui sont des réponses honteuses et qui traumatisent tout le monde, qui ne sont pas bonnes sur l'image de nos pays. Mais il a, enfin, je le dis, vraiment, j'espère que ce qui lui reste dans son dernier mandat, qu'il puisse au moins résoudre un minimum de ces problèmes qu'il a vus depuis qu'il est là et qu'il n'a jamais réussi à traiter de manière efficace et sérieuse. Dr Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur général de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, sera tout à l'heure notre invité. Réaction de lassitude du parti PASTEF, les Patriotes. Le coordonnateur des cadres du parti rappelle les nombreux rapports restés sans suite. Le PASTEF a déchanté depuis longtemps face à la gouvernance sombre et vicieuse du régime en place. Le PASTEF rappelle ainsi l'importance du choix du bon profil à la présidentielle. Bassirou Diomaye Faye est le coordonnateur des cadres, on l'écoute. Je pense que ma réaction, je la partage avec beaucoup de Sénégalais. Et c'est d'abord un sentiment de lassitude quant aux promesses du chef de l'État. À chaque fois que les organes de contrôle lui remettent un rapport qui égrène des scandales les uns plus grands que les autres, qu'ils prennent l'engagement de donner suite. Le dernier en date, c'est quand la Cour des comptes a sorti son rapport, a dit qu'il va mettre en place un comité. Un comité à quelle fin? Quand vous avez des organes de contrôle qui font leur travail, qui détectent des cas de malversation graves à tous les échelles de la République, il n'y a plus de comité qui tienne ou à mettre en place. Il s'agit juste de laisser la justice tranquillement faire son travail. Je pense que les Sénégalais déchantaient depuis longtemps parce qu'ils ont vu par eux-mêmes que la gouvernance sombre et vertueuse qui leur a été promise a rapidement laissé la place à ce que Macky Sall pouvait simplement faire au regard de sa trajectoire, de son parcours et de l'homme qu'il est en tant que tel, à savoir une gouvernance sombre et vicieuse, et cela depuis 2013 ou 2012. Dites-nous maintenant comment les Sénégalais doivent régler ce problème. Je pense qu'il y a une voie conjoncturelle et une voie structurelle. La voie conjoncturelle, c'est qu'au moment de l'élection présidentielle, du choix des hommes qui doivent présider aux destinées de ces pays-là, que les Sénégalais soient rigoureux dans le choix en scrutant minutieusement le parcours des hommes qui prétendent à diriger ces pays-là. Si nous étions aussi rigoureux, Macky Sall, qui était déjà cité dans un scandale des 7 milliards de Taïwan, n'aurait jamais été président de la République de ce pays-là. La voie structurelle, c'est que après avoir choisi
nos dirigeants, nous, peuples, devons quitter cette posture de peuple souverain et adopter celle du peuple surveillant dont parle le président Ousmane Sonko. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Sénégalais ne doivent pas élire et aller s'asseoir tranquillement subir la mauvaise gestion pendant 5 ans. Vous venez de suivre la réaction du coordonnateur des cadres du parti Pastef les Patriotes, Bassirou Diomaye Faye, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Encore des rapports déposés sur la table du chef de l'État et qui vont connaître le même sort que les précédents. Selon le mouvement Yonu Askan Wi, c'est le chef de l'État qui ne veut pas donner suite à ces publications. Des réformes s'imposent, nous dit Madiaye Mbodj, délégué général du mouvement Yonu Askan Wi. On l'écoute. Il y a déjà combien de rapports sur la table du président de la République? La dernière fois que je faisais le décompte, on était à plus d'une douzaine déjà. Ici ajoutent les rapports de 2016, 2017, 2018, 2019. Ça va être encore des rapports de plus. Souvenez-vous que le président lui-même avait dit, il choisit parmi ces rapports les éléments sur lesquels je mets le coude moi-même. Et si la dame Nassingom Keïta a été limogée, c'est parce que quelque part, les rapports qu'elle déposait ont gêné. On l'a viré. Le programme de Macky Sall, je crois, a été inauguré sur la base de mépriser les rapports de l'IGE. Souvenez-vous qu'en 2012, il y avait un rapport qui, s'il était exploité, n'aurait jamais permis à Franck Timis de s'emparer de notre pétrole, de créer Timis avec ses compères. Jusqu'à présent, ce dossier-là n'est pas élucidé. Le pouvoir a été inauguré sur cette base-là et je crois qu'il finira sur cette base-là. C'est-à-dire, vraiment, mettre le pied sur les dossiers gênants, protéger les proches, que ce soit des parents ou des partisans, ou en tout cas des amis ou des membres de la famille. Je crois que c'est à l'ADN de ce pouvoir. C'est pourquoi je n'ai aucune illusion sur la volonté du président d'exploiter les rapports qui viennent d'être déposés par l'IGE. À mon avis, tout cela change. Il faut une réforme au moins dans 2 directions essentielles. La première de ces réformes, c'est quoi? C'est sur la base un peu des orientations et des conclusions dégagées par les assises nationales. Faire en sorte que le président ne soit plus l'alpha et l'oméga dans la gestion de ce pays. Le président a tous les pouvoirs entre ses mains, exécutif, législatif, judiciaire. Tant qu'il en sera comme cela, jamais on ne pourra faire la transparence, jamais on ne pourra poursuivre ce qui détourne les richesses du pays à leur propre profit et au profit de leur peuple. La deuxième direction de réforme, c'est justement l'IGE, qu'on puisse renforcer les prérogatives de l'IGE, que l'IGE puisse saisir directement les tribunaux, et que justement les coupables ou les mis en cause ou les suspects, en tout cas qu'ils puissent rendre compte devant la justice. Réaction de Madiaye Mbodj, délégué général du mouvement Yonu Askan Wi, après les rapports déposés sur la table du chef de l'État, les rapports de l'IGE qui couvrent les périodes 2016-2019. Manifestation le 17 juillet à la place de la Nation. C'est à l'initiative de Aar Li Ñu Bokk Ñoo Lank Doy Na. Objectif, pousser l'État à réagir et à mettre un terme à toutes les injustices en cours dans le pays. Foncier, non-accès à l'eau potable dans beaucoup de localités, la justice à double vitesse, l'inéquité dans la quête du savoir pour les étudiants. Les mouvements ont fait face à la presse ce mardi. Compte rendu Hapsel Manuel. C'est pour rendre plus audible et plus visible toutes ces luttes que nous avons décidé d'organiser une manifestation le vendredi 17 juillet. Cette manifestation a pour finalité de pousser l'État à prêter une oreille attentive aux préoccupations de l'heure et surtout de mettre un terme aux injustices que nous listons ici. Chérif Ngaïdo. Un exécutif qui spolie et encourage la spoliation massive des terres, l'accaparement foncier contre lequel se battent les habitants de Guéréo, de Kignanbour-2, de Balabougou, à Nguéniène, de Gadaye et de Djilah. Une éducation à double vitesse au caractère antinational, antidémocratique et antipopulaire dont la fonction principale est d'exclure des filles et fils issus des classes populaires, une destruction de l'environnement avec par exemple le projet anti-écologique des déclassements de la forêt de Mbao, une gestion de l'eau scandaleuse en zone rurale au profit des opérateurs privés comme Aquatec face aux différents villages qui crient tous Aquatec dégage.
Cette attente n'a que trop duré selon eux. Nous, Aar Lu Ñu Bokk, Ñoo Lank, doy na. Invitons l'État à satisfaire dans les meilleurs délais les préoccupations ci-dessus posées. Aar Lu Ñu Bokk, Ñoo Lank et doy na invite toutes les victimes d'injustice à se joindre à la lutte. Afin de réaliser et renforcer la jonction de nos colères pour que nous soyons plus forts au service de chaque victime. Une marche prévue le 17 juillet prochain à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, place qui accueille ce matin la marche du syndicat des travailleurs de la justice. Marche dans le cadre du plan d'action pour la mise en œuvre des réformes. Aïssatou Gueye-Ba, bonjour. Bonjour Victoria. Et comment se déroule cette manifestation autorisée? Voilà, nous sommes présentement à l'année des centenaires, mais les robes noires ont pour destination le rond-point RTS, de la RTS. Les robes noires sont en pause, ils ont des brassards rouges et bien entendu ils comptent bien, ils sont prêts. Ils sont à peu près plusieurs dizaines de syndicalistes ou de travailleurs de la justice. Alors, pour rappel, ils réclament la mise en œuvre du protocole d'accord du 17 octobre 2018 que les deux parties ont paraphé. Le syndicat évoque également la publication de 3 rapports au journal officiel. Il s'agit notamment des décrets numéro 2259 du 14 décembre 2018, numéro 2018-2260 du 14 décembre 2018 et numéro 2018-2261 du 14 décembre 2018. Alors de même que l'organisation des formations préalables de la justice dans leur nouveau corps et une nouvelle hiérarchie respective. Alors retenons que les syndicalistes, les membres des syndicats de la justice sont en grève depuis un mois environ, un mois. Alors une grève qui a entraîné une paralysie de fait de toutes les juridictions du pays. Mais retenons que pour l'instant nous ne sommes pas encore arrivés à destination, donc on ne peut pas se prononcer sur la chose, mais on y reviendra certainement. Merci beaucoup Aïssatou Gueye-Ba qui suit la marche du SYTJUST, syndicat des travailleurs de la justice, une marche dans le cadre du plan d'action en cours pour la mise en œuvre des réformes. Rappelons que le SYTJUST est en grève depuis le 15 juin. Parlons à présent des fortes pluies enregistrées à Dakar cette nuit. Les précipitations ont entraîné des désagréments des eaux stagnantes déjà dans plusieurs localités et des pertes du côté des éleveurs et autres vendeurs de moutons établis dans la capitale. Constat avec Josette Kali. Au lendemain des précipitations, une bonne partie des quartiers de la capitale affiche un visage méconnaissable. Les flaques d'eau sont de retour, les feuilles d'arbres et autres ordures ont fini par envahir les trottoirs. Des routes boueuses et impraticables qui occasionnent des embouteillages monstres où chacun des automobilistes essaye d'éviter les nids de poules. À Grand-Yoff, les piétons cherchent désespérément des endroits secs où poser les pieds. La mobilité n'est pas une chose facile aujourd'hui. On fait attention, c'est pas évident avec les canalisations, c'est pas trop ça. Et on fait attention aux véhicules parce qu'ils n'ont pas tous cette... mais ils font pas trop attention à ceux qui marchent. Mais bon, ça va, on fait avec. Des pluies qui n'ont guère épargné les vendeurs de moutons. Dans ce fort assise à Sacré-Cœur, les bâches qui servent d'abri se sont toutes renversées, le foin mouillé. Et selon ce monsieur, ces précipitations lui ont déjà causé des pertes. Nous avons eu des dommages hier nuit parce que le vent était très fort. Nos tentes ont été dévastées et pas mal de moutons ont été persécutés par le courant. Et jusqu'à présent, on est ici pour faire les réparations adéquates. Bon, nous avons enregistré 2 pertes de moutons. Un mouton qui a une valeur marchande de 500 000 et un autre qui a une valeur marchande de 250 000. Mais c'est la volonté divine. Nous le considérons comme ainsi parce que dans le travail aussi il y a des imprévus. Sur la route depuis ce matin, Baye Modou Taximan choisit désormais ses clients et même la destination avant de bénéficier de ses services. Il y a beaucoup d'eau et parfois les clients ne comprennent pas. Ils te proposent des courses qui ne valent pas la peine parce qu'on me paye 4 000 ou 5 000 francs et qu'en retour la voiture soit endommagée. C'est pas intéressant. Voilà pourquoi je demande bien l'endroit avant de m'engager. Tu vois, le moteur de cette voiture est trop cher. L'hivernage ne s'est pas encore totalement installé que
Dakar renoue avec les problèmes d'eau stagnante et même de la saleté. Josette Kali, même situation à Saint-Louis qui a enregistré sa 3e pluie cette nuit, des précipitations de forte intensité, donc au moins 44 mm enregistrés. Ces eaux ont envahi plusieurs artères et quartiers. La circulation est extrêmement difficile ce matin, Yves Tandeng. Effectivement, c'est une forte pluie, la 3e d'ailleurs, qui s'est abattue cette nuit dans la capitale du Nord. Bien sûr, après que la ville ait été donc arrosée le week-end dernier. Une pluie qui était accompagnée de vents moins violents, causant certes moins de dégâts du côté matériel, mais en revanche, celle-ci a causé beaucoup de désagréments à la circulation des piétons et même des véhicules. Des flaques d'eau sont visibles un peu partout dans la ville. Pire encore, les grandes artères telles que l'avenue Général de Gaulle qui sont complètement envahi par les eaux de pluie qui y stagnent. Cela donc rend ainsi difficile la circulation pour les usagers. Impossible même pour les piétons de vaquer à leurs occupations sans pour autant patauger dans les eaux de pluie. Des eaux qui, au niveau donc de certains quartiers inondables de Saint-Louis, se sont mélangées aux ordures ménagères. Un décor que n'apprécient pas du tout les habitants de ces différents quartiers. Du côté donc du service de la météo de Saint-Louis, l'on parle de précipitations modérées qui tournent autour de 44 mm pour le point donc de Saint-Louis-Bango, mais également 41 mm à Saint-Louis, 44 mm Saint-Louis Agriculture, 30 mm à l'arrondissement de Ndiaye, 26 mm à Roche-Béthio, 20 mm à Lamsar, 32,5 mm à Raoult et donc 44 mm donc à Bokol, 36,2 mm à Savoigne, 25,5 mm à Richard Toll et 32 mm dans le département de Dagana et Rosso Sénégal, 24 mm. Voilà donc ce qu'on peut retenir par rapport à cette pluie de la nuit d'hier à aujourd'hui. Ici à Saint-Louis, vous a parlé Yves Tandeng pour Sud FM. Merci beaucoup Yves Tandeng. Et puis le point sur la pandémie de Covid-19, 45 nouvelles contaminations, dont 2 importées entre Richard Toll et AIBD, 10 cas communautaires entre Dakar, Touba, Kaolack et Richard Toll. Hier lundi, aucun décès n'a été enregistré dans les structures sanitaires du pays. Le Sénégal qui renforce son dispositif sécuritaire dans la région frontalière de Tambacounda, la zone militaire numéro 4 va s'enrichir d'un nouveau camp militaire implanté à Goudiri. Le ministre des Forces armées procède à la pose de la première pierre et vous êtes sur place, Boubacar Tamba. Tout à fait, maître Sidiki Kapa, qui accompagne le général de corps aérien de l'Amdio, Senga, le général de brigade fulgence d'eau, chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Sirondo, commandant la zone militaire numéro 4, vient de poser la première pierre du camp militaire de Goudiri. La caserne sera établie sur 100 hectares et devra abriter 14 bâtiments et sur 200 autres hectares, tous offerts par la commune de Goudiri. Et ce sera dans une seule phase, seront aménagés au terrain de manœuvre et au champ de tir. Les travaux ont en réalité démarré avec des éléments du génie militaire qui sont à pied d'œuvre compte tenu de l'urgence sécuritaire. À la place d'un bataillon, c'est une compagnie qui va s'installer avec une première unité prévue en fin août. C'est sur les instructions du chef d'état-major général des armées. Cela ne pouvait être plus stratégique que Goudiri, a souligné avec force Thierry Diallo, le maire de Goudiri, qui a mis en avant l'immensité du département, qui s'étend sur 17 000 km², le plus grand du Sénégal, dont 110 000 habitants répartis dans 15 communes. Il posera la problématique du rôle de bataille qui s'est accentuée malgré sa criminalisation et le maire de solliciter le positionnement d'un hélicoptère pour mieux traquer les malfrats. Et lui, tout comme le président du conseil départemental de Goudiri, magnifieront cette œuvre du gouvernement qui, diront-ils, va être complétée par la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers. Le député Dimon Soirée destiné pour le repos de l'âme de nos voyants soldats tombés sur le champ de l'honneur. La maître Philippe Gaba a pris la parole pour lancer ce cri aux soldats: ne laissez aucun village orphelin de votre absence, quel que soit son degré d'enclavement, raviver la flamme armée-nation. Ce plan va entrer dans le cadre de la lutte contre ce qu'il appelle en cercle de feu avec la situation de la bande sahélo-saharienne, la criminalité transfrontalière, le vol de bétail et du gauche. Chantier s'inscrit dans un vaste programme d'équipement et de construction d'infrastructures pour le compte de la zone militaire numéro 4 pour rendre les unités beaucoup plus opérationnelles. À cette phase de
que la Mauritanie n'est pas loin, le Mali n'est pas loin, les deux Guinées ne sont pas loin. Et tout le monde a salué cette belle initiative pour le Kassava de Bikini pour ce référendum. Sud Midi, l'invité. El Hadj Malick Ndiaye reçoit l'invité de ce 12h. El Hadj Malick Ndiaye qui reçoit notre invité. Nous sommes avec Dr Cheikh Tidiane Dièye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal Bini Bëgg. Alors, l'IGE a sorti les rapports 2016, 2017, 2018 et 2019, des rapports remis au chef d'État qui a promis de donner des suites. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration du chef de l'État? Oui, tout d'abord, m'en féliciter, me réjouir de ce que l'inspection générale d'État ait pu mener son travail à terme et de remettre les rapports au président de la République. L'IGE a fait son travail, c'est une institution importante, c'est un corps d'élite, c'est un pilier de la gouvernance et de la reddition de comptes au Sénégal. Et vous savez que la question de la gouvernance des ressources publiques, c'est l'un des talons d'Achille, on va dire, de la gouvernance au Sénégal. C'est un vrai problème. Donc, il faut s'en réjouir et espérer finalement que cela produise ses effets. Mais le plus important, contrairement à l'approche que je vois depuis la sortie de ces rapports, c'est de ne pas s'attarder sur ce que j'appelle l'accessoire. Parce que malheureusement, dans notre pays, on a tendance toujours à banaliser l'exceptionnel et à rendre l'exceptionnel absolument banal. Le plus important dans ces rapports, ce n'est pas ce qui apparaît déjà dans la presse, c'est-à-dire cette litanie de scandales et d'actes de malgouvernance avérés. Cela est connu, cela n'est pas récent, ça a toujours été comme ça. Le plus important, c'est de se demander et de travailler à ce que ce rapport soit traité et que le président lui donne l'importance qu'il doit avoir même puisqu'il s'agit de plusieurs rapports. Donc, s'attarder seulement sur les cas, c'est d'en faire un peu des faits divers, de les traiter à longueur de journaux et que quelques jours après, passer à autre chose parce que d'autres scandales vont apparaître, comme il y en a toujours eu. Alors, si le président dit qu'il leur donnera la réponse appropriée, ce qui est attendu de lui, c'est qu'il répète quelque chose qu'il a déjà dit. Alors, ce n'est pas la première fois que des rapports ont été déposés par des institutions de contrôle. Sur sa table, il y a d'autres rapports de la Cour des comptes. Sur sa table, il y a des rapports de l'Office national de lutte contre la corruption. Sur sa table, il y a des rapports, même des institutions internes, des organes de contrôle internes aux différentes institutions ministérielles. Ce qui est attendu de lui, c'est que pour une fois et définitivement, il comprenne que tout a changé dans le monde. Nous sommes dans un contexte difficile et que les actes qu'il posera sur ce cas-ci auront en tout cas des répercussions ou des effets sur tout ce qu'il pourra dire après sur la façon dont le Sénégal devrait se mobiliser pour lutter contre la corruption et croire en ses capacités à lui-même de mener cette lutte et de la conduire à bonne destination. Donc, je crois que le plus important, ce n'est pas tant ce qui est dit qui va relever des phénomènes divers, mais c'est vraiment pour une fois, est-ce que le président va saisir cette occasion de régler définitivement la malgouvernance, de régler définitivement la corruption, de régler définitivement le pillage et le détournement des deniers publics qui sont devenus des logiques de gouvernance et de gouvernement dans la République. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le système de transmission de ces rapports ne mérite pas réflexion? Oui, le système de transmission, c'est de donner au président. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent être réformées. Mais ce n'est pas parce que simplement les rapports doivent être remis au président de la République que cela poserait problème. Parce que ça se fait dans beaucoup d'autres pays. Mais le problème, c'est quand on donne ces rapports au président de la République, qu'est-ce qu'il en fait? Puisque c'est lui qui s'est engagé à maintes reprises à faire en sorte que les rapports qui lui sont transmis soient traités de la manière la plus efficace, mais malheureusement, on a vu qu'il ne l'a jamais fait quasiment. Il a une dernière occasion, je dirais une dernière, puisque ce qui lui reste de son quinquennat, c'est l'occasion ou jamais de prouver qu'il veut tourner la page. Parce que s'il ne le fait pas, ce sera encore une répétition d'un système de gouvernance qu'il a trouvé ici, mais qu'il a entretenu, qu'il a reproduit, qu'il a utilisé pour faire un traitement politique sur tous les dossiers qui auraient dû faire l'objet de traitement judiciaire. Et c'est cela qu'il a fait depuis dans son premier mandat, c'est ce qu'il est en train de faire depuis qu'il a été réélu. Mais s'il rate cette occasion, cela veut dire qu'il laisse encore
la corruption s'installer définitivement, il laisse l'impunité s'installer et vous savez que l'impunité est toujours à la base de la corruption qui a fini d'être systémique dans ce pays, qui a gangréné tous les leviers de la République et du pouvoir de l'État et qui fait qu'il ne pourra atteindre aucun de ses objectifs ni dans le Sénégal émergent, ni dans sa croisade actuelle pour l'annulation de la dette ou autre. Il ne pourra pas résoudre les effets qui sont liés à la COVID-19 tant qu'il laissera cette corruption perdurer dans le pays. Vous avez vu comment les ressources publiques sont distraites, comment elles sont détournées pour enrichir des personnes, mais on ne peut pas gouverner un pays qui a très peu de ressources en laissant une minorité s'enrichir à tour de bras et que rien ne leur arrive. Donc il a l'occasion cette fois-ci de tourner la page. S'il ne le fait pas, mais ce sera encore une répétition de ce qu'on a vu depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire utiliser la corruption et l'impunité comme des leviers de gouvernance, sanctionner ceux qui ne sont pas dans son camp, laisser et fermer les yeux sur les pratiques corruptrices qui se sont installées dans son système. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la déclassification de ces rapports n'est pas la voie à suivre? Mais il faut le faire. Vous savez, quand on dit partout qu'on aime et qu'on travaille à la transparence et à la bonne gouvernance, on ne doit ni mettre le coude sur des rapports ou, disons, laisser dans l'omerta ou classifier certains rapports qui devraient faire l'objet d'un traitement public. Il n'y a rien qui doit être caché à la population et aux citoyens lorsqu'on est vraiment dans une posture et une logique de transparence et de bonne gouvernance. Les citoyens ont le droit de connaître la vérité. C'est la Constitution qui leur donne ce droit, c'est consacré. Les citoyens ont le droit de savoir comment les deniers publics ont été gérés. Mais on ne peut en aucun cas invoquer aucune logique, qu'elle soit juridique, légale, institutionnelle ou politique, de nature à pouvoir fonder un président à dire je classifie certains rapports, c'est un secret, personne ne doit savoir. Cela ne répond pas à la logique actuelle de gouvernance moderne ou post-moderne. Nous sommes dans un monde où ceux qui dirigent ont l'obligation, en tout cas au plan éthique, de comprendre que s'ils veulent être pris au mot, s'ils veulent que les citoyens acceptent ce qu'ils disent ou ce qu'ils posent comme acte, il leur faut avoir une logique de transparence la plus large et la plus totale possible. Et c'est cela que les pays modernes, les pays qui comprennent ce que gouverner veut dire, font. On ne peut pas avoir une sorte d'îlot dans le monde qui s'appelle l'Afrique, qui s'appelle le Sénégal, où le président de la République pense qu'il a le droit de fermer les yeux sur des pratiques de corruption lorsque ça touche à ses proches et de ne sanctionner finalement que ceux qui ne sont pas dans son camp. Mais le faire, ça fera un effet boomerang, ça lui revient toujours à la figure. C'est ce qu'ils ont toujours fait. La preuve aujourd'hui, il est dos au mur, le pays n'a pas de ressources, il veut aller à l'international chercher une hypothétique annulation de la dette, mais personne ne le suivra. Et il n'aura pas gain de cause parce que partout où il ira, les institutions internationales, les partenaires financiers, les bailleurs de fonds, tout le monde lui répondra la même chose. On lui dira, vous ne pouvez pas venir quémander de l'argent alors que dans votre pays, vous laissez la corruption perdurer, vous laissez vos clients et courtisans s'enrichir sur le dos de votre peuple et venir après chercher de l'argent sur la scène internationale. Cela n'est pas sérieux et ils entendent toujours de telles réponses qui sont des réponses honteuses et qui traumatisent tout le monde, qui ne sont pas bonnes sur l'image de nos pays. Mais il a, enfin, je le dis, vraiment, j'espère que ce qui lui reste dans son dernier mandat, qu'il puisse au moins résoudre un minimum de ces problèmes qu'il a vus depuis qu'il est là et qu'il n'a jamais réussi à traiter de manière efficace et sérieuse. Docteur Cheikh Tidiane Dièye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, El Hadj Malick. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable
portable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, étanchéité ak fibrociment pour toiture. ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut moo tax établissement Mbaye et Frères jug ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi, inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen. Profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba, téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Organisation couplée des élections locales et législatives, une proposition agitée en coulisses par des membres de l'APR. Cette idée donc de couplage des élections locales et celles législatives serait en gestation au plus haut sommet de l'État dans le but de soulager les caisses de l'État fortement impactées par la pandémie de la Covid-19. Cependant, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, des experts électoraux sont unanimes qu'un tel assemblage de deux types d'élections ne serait pas de tout repos pour l'administration qui serait obligée d'installer 3 urnes dans les bureaux de vote, mais aussi cela pourrait créer un flou politique pour les populations et même pour les acteurs politiques. Et aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus avec le directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, et Ababacar Fall, secrétaire général du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance GRADEC. Et tous les deux posent d'emblée le principe du respect du calendrier républicain. Les deux experts ont par ailleurs relevé des problèmes politiques et les deux experts feront également remarquer que la campagne électorale pour les deux types d'élections se tenant au même moment, il y a un risque de cacophonie réelle dans le discours des uns et des autres. Pour toutes ces raisons non exhaustives, les deux experts restent persuadés qu'il serait mieux d'organiser ces deux élections de façon séparée tout en respectant autant que possible le calendrier électoral. L'IGE a remis hier au président de la République ses rapports 2016, 2017, 2018 et 2019. Et d'ores et déjà, l'on nous signale dans le journal Li Quotidien que plusieurs manquements sont décelés à travers ces rapports. Nos confrères nous parlent de magouilles au sommet de l'État et nos confrères du journal Le Témoin d'ajouter que l'État et ses démembrements encore épinglés pour faute de gestion. Pour nos confrères du journal LAS, l'IGE, dans ses rapports, expose les manquements de l'administration et nos confrères de Vox Populi qui se sont penchés sur les rapports 2018 et 2019 de l'IGE pointe une scandaleuse noce sur les véhicules de l'État. Nos confrères nous indiquent 80 véhicules prévus en 2018, 882 finalement commandés et les officiels s'accaparent des véhicules de l'État, d'autres les prêtent à des tiers. Toujours concernant les rapports IGE des années 2016, 2017, 2018 et 2019, nos confrères du quotidien Le Témoin nous indiquent aussi bien de grandes mairies que des hôpitaux, la DESCOS, la FERA, les DAGE,
des ministères ont été épinglés par les limiers de l'IGE. Les dérives les plus significatives en matière de gestion ont été relevées en 2017-2018 au niveau du 15e sommet de la francophonie et du pèlerinage à la Mecque. Les DAGE des ministères accusés de violation de textes législatifs et réglementaires ainsi que de contournements relatifs au recrutement des agents de l'État. En tout cas, selon nos confrères du quotidien LAS, le moins qu'on puisse dire concernant ces rapports, c'est que plusieurs dysfonctionnements ont été notés dans le fonctionnement de l'administration, comme c'est le cas de la DESCOS. En effet, le rapport révèle qu'aucun arrêté ministériel ne précise les attributions de cette structure. Par ailleurs, des manquements ont été notés à l'ARTP et à la ville de Dakar. Et le chef de l'État, après avoir reçu ces rapports, s'est engagé à veiller à la mise en œuvre immédiate et intégrale des propositions. Restons avec le chef de l'État Macky Sall qui était hier à Tivaouane et à Thiénaba pour présenter ses condoléances. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent donc qu'hier, Macky Sall a présenté ses condoléances aux khalifes généraux de ces communautés de foi après la disparition de Serigne Pape Malick Sy et de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. À Tivaouane, le chef de l'État a salué la mémoire du défunt qui était un homme de cœur, de foi et d'érudition. Après Tivaouane, le chef de l'État Macky Sall a fait cap sur Thiénaba où il a présenté les condoléances du peuple sénégalais suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Après avoir formulé des vœux de succès au nouveau calife, le chef de l'État a réitéré sa volonté et celle de son gouvernement d'accompagner Thiénaba ainsi que la famille de Mame Amary Ndack Seck. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Les Échos qu'à Tivaouane, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a profité de l'occasion pour asséner ses vérités sur la Covid-19. Le khalife général des Tidianes a invité le ministre de la Santé à tenir un langage de vérité à la population concernant le coronavirus. Les Sénégalais, dit-il, doivent prendre conscience que s'ils ne font pas attention, ils risquent d'être emportés par ce fléau. Maître Abdoulaye Wade s'invite dans le débat sur l'affaire des gazelles Oryx. Nos confrères de 24 heures qui nous en parlent nous indiquent dans un communiqué signé par Mamadou Diouf, secrétaire national à l'environnement et l'écologie. Les libéraux parlent de transfert clandestin de ces gazelles et les membres du PDS attirent respectueusement l'attention du chef de l'État sur le comportement délictuel du ministre de l'Environnement pour ce comportement délictuel du ministre de l'Environnement. C'est pourquoi Abdoulaye Wade a demandé à son parti de porter plainte auprès du procureur de la République pour que force reste à la loi et que les délinquants en col blanc comme le ministre de l'Environnement ne puissent plus s'abriter derrière leurs fonctions étatiques pour commettre des délits. Mais il faut signaler dans le journal Wa Grand Place que le colonel Seydina Issa Silla, ancien directeur des parcs nationaux, donne raison au ministre Abdou Karim Sall. L'ancien patron des parcs nationaux du Sénégal renseigne que tout est légal dans ce transfert. Et nous terminons par nos confrères de Rewmi Quotidien qui nous indiquent qu'à l'approche de la fête de Tabaski, les filles sont en mode mbarane. Comprenez qu'elles sont prêtes à tout pour obtenir un cheveu naturel, un Getzner, etc. Et parfois cette fille se la joue de façon indigne en échangeant leur corps contre des biens. Un reportage à lire dans le journal Rewmi Quotidien. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni
aluminium pour bâtiment, fenêtres, portes ak protection, inox, étanchéité ak fibrociment pour toiture. ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut moo tax établissement Mbaye et Frères jóg ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Alassane Wade a assuré la mise en onde. Retrouvée à 13h et l'âge de Faye pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme.